نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, nouveau coup de filet dans les milieux intégristes au Liban Nord. Une cellule terroriste composée de 4 Libanais et 2 Syriens. Leur cible, des positions de services de sécurité. Alors qu'Alep Est disparaît chaque jour un peu plus sous la poussière et les gravats, Moscou annonce ce vendredi des tractations militaires et diplomatiques russo-américaines samedi à Genève. De présidente, elle n'a donc désormais plus que le titre. Le Parlement sud-coréen a voté ce vendredi la destitution de la présidente Park Geun-hye, empêtrée dans une retentissante affaire de corruption. Un nouveau coup de filet dans les milieux intégristes. Une cellule terroriste composée de 4 Libanais et 2 ressortissants syriens a été démantelée ce vendredi par les services de renseignement de la police au Liban Nord. Cette cellule, qui comprend des kamikazes, avait l'intention de cibler des positions des services de sécurité. À présent, cette découverte macabre au Liban Sud, celle du corps sans vie d'un chirurgien esthétique, Aes Amnoukali Raad, né en 1965 à Bednaïel dans la Beka et résident dans la banlieue sud de Beyrouth, était porté disparu depuis 40 jours. Son corps est criblé de balles dans la poitrine et le cou. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de son assassinat. Alep Est disparaît chaque jour un peu plus sous la poussière et les gravats. Celle qui était autrefois la deuxième ville de Syrie est broyée par les bombardements aériens et les tirs d'artillerie. Cette semaine, 6 grandes puissances, parmi lesquelles la France et les États-Unis, ont lancé un énième appel à la trêve. Les quelques 250 000 habitants d'Alep Est sont assiégés et affamés depuis le mois de juillet. Ce matin encore, quelques groupes de civils fuient Alep. Ce quartier à l'est vient d'être repris par les forces loyalistes. Un peu plus loin, l'artillerie tonne encore. Le centre est détruit et désert. On est déterré chez nous, au rez-de-chaussée, quand on a vu l'armée. Les rebelles nous ont dit de ne pas sortir, que les militaires de Bachar al-Assad allaient nous tuer. Hier, la situation était plus simple. Nous sommes en fin d'après-midi quand les armes se taisent enfin. Les Russes, alliés de Bachar el-Assad, viennent de promettre l'arrêt des opérations militaires. Alors ils se décident à fuir l'enfer d'Alep. Ils sont des milliers, hommes, femmes et enfants. Sûrement la peur au ventre. Ces civils vivaient dans des zones tenues par les rebelles syriens. C'est l'avancée fulgurante de l'armée de Bachar el-Assad qui les a décidés à partir. Merci mon Dieu, finalement on a réussi à sortir par une route sécurisée. L'armée russe assure avoir aidé quelques 8000 civils à sortir d'Alep, dont 3000 enfants, soulagés. J'avais tellement peur. Les militaires russes gèrent le départ des civils sur un couloir de quelques 5 km. L'évacuation est lente. On aide ces déplacés comme on peut avec une tente, un plat chaud. On met en place une vraie organisation humanitaire. Un peu plus loin, dans le centre historique d'Alep, les chars de l'armée syrienne poursuivent leur avancée. Le régime de Bachar el-Assad tient désormais la quasi-totalité de la ville. Et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a annoncé que des tractations militaires et diplomatiques russo-américaines se tiendront samedi à Genève. Objectif, définir les moyens de résoudre les problèmes d'Alep Est. Mais pour l'heure, Moscou ne suspend pas totalement les combats. On écoute Sergueï Lavrov. Je n'ai jamais dit que les combats avaient été complètement suspendus. En réalité, j'ai dit hier que c'était suspendu pour que les civils, en tout cas tous ceux qui le souhaitent, puissent s'en aller. Après cette pause humanitaire, les frappes ont repris et elles continueront tant que des bandits seront à Alep.
Dans le reste de l'actualité, progresser dans Mossoul, c'est s'exposer aux snipers, aux engins piégés, aux kamikazes. Les forces pro-gouvernementales affirment avoir repris près de 50% de la partie est de Mossoul depuis mi-octobre. Mais chaque avancée est fragile. Ces dernières heures, l'armée a repris un hôpital qui servait de base à Daesh, mais a dû reculer quand les islamistes ont lancé 6 voitures suicides. Les forces irakiennes se rapprochent du fleuve Tigre qui divise en deux la deuxième ville d'Irak. Selon l'ONU, 82 000 personnes ont été forcées à quitter leur foyer. Les explications de Théa Bazdaveric. Des coups de feu tirés en l'air et des bâtons brandis en guise de menace. Cette distribution d'aide humanitaire a donné lieu à des scènes de chaos dans le quartier d'Al-Tsour. La nouvelle à peine répandue, des files interminables se sont formées devant l'école primaire choisie comme point de distribution. La plupart des familles présentes ce jour-là manquent d'eau et n'ont pas mangé correctement depuis des mois. Alors au moment de recevoir l'aide, c'est la foire d'empoigne. Nous avons besoin de gaz. Certaines personnes ont reçu de l'aide 10 fois, alors que d'autres n'ont rien eu. Je n'ai personne pour m'aider et je ne peux pas me battre. Le gouvernement doit trouver une solution. Les Nations Unies ont envoyé 3 camions remplis de vivres alimentaires, de trousses de toilettes et de purificateurs d'eau. Une aide censée subvenir aux besoins de 45 000 personnes. Ces habitants ont besoin d'eau, de soins, mais aussi de gaz. Avec l'arrivée de l'hiver, il fait de plus en plus froid. C'est donc une priorité pour les familles. Cela faisait plus d'1 mois que les habitants n'avaient pas reçu une aide humanitaire d'une telle ampleur. Depuis le début de l'offensive de Mossoul, il y a 7 semaines, les combats entre l'armée irakienne et les djihadistes ont contraint près de 80 000 personnes à fuir leur foyer. Toujours en Irak, dans un camp de réfugiés à l'est de Mossoul, ils oublient la guerre le temps d'un mariage. Le récit de Serine Bey. Ils dansent, chantent, expriment leur joie, sans oublier d'immortaliser ce moment. Des scènes que personne n'osait imaginer dans ce camp de réfugiés situé tout près de Mossoul. Ces Irakiens célèbrent un mariage. Eux qui vivaient sous le joug des djihadistes il y a quelques semaines encore profitent pleinement de ce moment de bonheur. À Mossoul, je n'aurais jamais pu faire ça. C'est pourquoi j'ai décidé de célébrer mon mariage ici. Un mariage rendu possible grâce à la fondation caritative Barzani. Cette association a notamment fourni aux couples des tenues, de la nourriture pour la fête et a mis à leur disposition un coiffeur. À Mossoul, les mariés avaient interdiction de s'habiller en blanc. Quant aux fêtes, elles étaient tout simplement prohibées. Une seule voiture transportait les mariés à Mossoul et tout le monde était habillé en noir. Depuis 2 jours, on a l'impression qu'on est dans un autre pays. Les choses ont complètement changé. Hier, les gens ont dansé toute la nuit et aujourd'hui, ils dansent depuis le matin. Et pour ces mariés, le rêve se prolonge. La fondation Barzani a également pensé à leur lune de miel et leur a réservé 2 nuits dans un hôtel d'Erbil au Kurdistan irakien. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info en Libye. Les forces pro-gouvernementales poursuivent leurs opérations de nettoyage et de ratissage à Sirte. Sirte, libérée des djihadistes de l'État islamique qui contrôlaient la ville depuis plus d'1 an. En 2 jours, les troupes libyennes disent avoir retrouvé les corps de plus de 260 islamistes. Malgré cette victoire, le pays reste profondément plongé dans le chaos qui profite au trafic de migrants. 300 000 d'entre eux se trouveraient sur le sol libyen, notamment dans la capitale Tripoli, où beaucoup espèrent effectuer la traversée vers l'Europe. Dans un tout autre registre, aux États-Unis, les travaux pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump ont commencé. Le magnat de l'immobilier prêtera serment sur la Bible devant les marches du Capitole à Washington et deviendra de facto le 45e président des États-Unis. Serine Bey.
C'est ici, devant la façade ouest du Capitole, que Donald Trump prêtera serment le 20 janvier prochain. 43 jours avant l'événement, les travaux ont débuté pour accueillir 1600 personnes dans la tribune officielle. Selon les organisateurs, plus de 250 000 Américains seront munis d'un billet et se rendront dans un périmètre sécurisé autour du Capitole pour assister à la cérémonie d'ouverture. Des forces de sécurité seront massivement déployées pour contrôler la foule et parer à tout inattendu. Je pense que nous nous souviendrons toujours, en tant qu'Américains, de cette transition normale, habituelle, pacifique qui se fait dans les règles. C'est un excellent exemple pour les 40 millions de personnes à travers le monde qui regarderont ce qui se passe ici. En 2009, lors de la première cérémonie d'investiture de Barack Obama, près d'1 800 000 personnes avaient envahi les rues de Washington pour assister à la prestation de serment. Selon les représentants du district de Columbia, ils seront près d'1 million pour Donald Trump. Les travaux au Capitole devraient prendre fin le 15 janvier, soit 5 jours avant l'investiture du nouveau président. Son nom fait partie de la légende de la conquête spatiale américaine. John Glenn, âgé de 95 ans, est mort ce jeudi à Columbus. En février 1962, il avait été le premier Américain à effectuer un vol orbital autour de la Terre. John Glenn était hospitalisé depuis quelques jours. Sa santé avait décliné ces dernières années après une opération liée à une valve cardiaque. Ludovic de Foucault. 20 février 1962, la capsule Friendship 7 décolle de Floride et fait 3 fois le tour de la Terre en 5 heures. À son bord, John Glenn devient le premier Américain à effectuer ce voyage devenu historique. Son passé de soldat maintes fois décoré à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée avait déjà fait de lui un héros national. Il devient alors une légende vivante. Engagé en politique, il fut sénateur de l'Ohio pendant 24 ans et candidat malheureux à l'investiture démocrate à la présidentielle en 1984. Il est mort jeudi à l'âge de 95 ans. Il avait souffert de nombreux problèmes de santé ces dernières années, dont un AVC il y a 2 ans. La NASA a salué la mémoire d'un vrai héros américain et a conclu son tweet par Ad Astra, vers les étoiles en latin. Le président élu Donald Trump en déplacement dans l'Ohio, l'État de John Glenn a lui aussi réagi à la nouvelle. Il était vraiment pour moi un grand héros américain. Je l'ai rencontré à 2 occasions. Je l'avais beaucoup aimé. Je l'ai toujours beaucoup aimé. En 1998, John Glenn est aussi devenu le plus vieil astronaute américain en décollant à bord de la navette Discovery en tant que spécialiste de mission, une aventure qu'il voyait comme un moyen de tordre le cou aux stéréotypes sur les personnes du 3e âge. De présidente, elle n'a donc désormais plus que le titre. Le Parlement sud-coréen a voté ce vendredi la destitution de la présidente Park Geun-hye, empêtrée dans une retentissante affaire de corruption. La chef de l'État avait été élue en 2012 sur une image d'intégrité et de probité. Johanna Citruc nous en dit plus. Les uns après les autres, les députés se rendent dans l'isoloir avant de déposer leur bulletin dans l'urne. Quelques instants plus tard, le verdict tombe. Je vais annoncer le résultat du vote. Sur un total de 300 voix, 234 sont pour, 56 sont contre. Je soumets donc la motion de destitution de la présidente Park Geun-hye. Depuis plusieurs semaines, les Sud-Coréens multipliaient les manifestations pour réclamer son départ. En cause, la révélation fin septembre d'un vaste système de corruption et de trafic d'influence. Une proche aurait profité de son amitié avec la présidente pour s'immiscer dans les affaires d'État et extorquer de l'argent à de grands groupes industriels. Une nouvelle fois ce vendredi, Park Geun-hye présente ses excuses aux Sud-Coréens. Cet après-midi, le Parlement a adopté la motion de destitution. Je m'excuse profondément envers nos citoyens pour avoir causé une telle confusion allant de la sécurité nationale aux préoccupations économiques. Et tout cela à cause de mon insouciance.
À présent, c'est le Premier ministre qui doit assurer l'intérim. Il sera en charge des affaires courantes en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce. Celle-ci a désormais 180 jours pour valider ou rejeter la motion de destitution. C'est un géant, une légende de l'âge d'or hollywoodien qui fête ce vendredi à Los Angeles ses 100 ans. Kirk Douglas a marqué l'histoire du cinéma avec ses rôles notamment dans Spartacus et Les Sentiers de la Gloire. Il a tourné avec les plus grands et sa filmographie qui court sur un demi-siècle compte un nombre impressionnant de chefs-d'œuvre. Je crois que tous les acteurs doivent préserver cette part d'enfance, cette capacité d'émerveillement. Une qualité qui est peut-être le secret de la longévité de l'acteur. Kirk Douglas, c'est d'abord des rôles qui ont fait l'histoire du cinéma. En 1955, il tourne un western, Règlement de compte au Quai Coral. Et la même année, Les Sentiers de la Gloire. Il y joue un colonel de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Antimilitariste, le film fait scandale à sa sortie et permet à Stanley Kubrick, son réalisateur, de se faire connaître. Stanley Kubrick, qui dirige Kirk Douglas 5 ans après dans Spartacus, l'acteur est l'esclave qui refuse sa condition et lutte pour sa liberté. Tout un symbole pour ce fils d'immigrés russes analphabètes, arrivé à New York après avoir fui l'antisémitisme dans leur pays. Dans les années 50 et 60, il se distingue pour son engagement démocrate. Il combat le macartisme qui s'insinue dans le cinéma. Il fait travailler des professionnels blacklistés à Hollywood. Un accident d'hélicoptère en 1991, duquel il ressort miraculeusement vivant, l'a amené à renouer avec sa judéité. En 1996, il reçoit un Oscar d'honneur pour sa carrière. La même année, il est victime d'une attaque cérébrale qui met à mal ses capacités d'élocution. Aujourd'hui, une grande fête est donnée en son honneur dans sa demeure de Los Angeles. En charge de l'organisation, son fils aîné et sa belle-fille, deux stars d'Hollywood, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. Jusqu'à dimanche, la ville de Lyon, en France, va briller de mille feux à l'occasion de la traditionnelle fête des Lumières. La roue de la place Bellecour, l'hôtel de ville ou encore la cathédrale Saint-Jean. De nombreux monuments de la ville sont illuminés entre 20h et minuit. Jouer avec la géométrie, construire, déconstruire. 12 000 pierres pixelisées sur la façade Saint-Jean. Les musiciens d'Ézéchiel racontent leur propre histoire de bâtisseurs de cathédrales. La projection d'images est l'identité graphique de tous leurs concerts. Avec eux, la technologie ne se voit pas, elle se ressent et l'édifice en devient presque organique. Il y a beaucoup de technologie, de code. C'est pas un discours que je cherche à mettre en avant, donc l'aspect poétique vient un peu maquiller et faire vivre tout ça. Et c'est tant mieux si la poésie reste par rapport à l'aspect assez écologique du projet. Elle se voulait onirique, une adaptation de Jules Verne sur l'hôtel de ville et le musée des Beaux-Arts. Quand l'homme se laisse dépasser par la machine et met le monde sans dessus-dessous. Une fusion de multimédia pyrotechnie où le spectateur perd un peu le fil de l'histoire. Ici et là, les projets artistiques font assaut de technologies innovantes. Mais parfois, une extrême simplicité offre de vrais moments de poésie, comme cette installation végétale de bouleaux et d'osier. L'idée, c'était surtout d'arriver avec quelque chose qui nous paraît simple, la nature. Qu'est-ce que la nature? La nature, c'est la lumière. La nature, c'est quand vous vous promenez en forêt, vous avez des clairs-obscurs, vous avez l'ombre, vous avez des moments de passage comme ça, d'une émotion. Éric Barret est vannier de formation. Son idée fixe, redresser les arbres. De la racine à la cime, la sève lumineuse monte, comme la photosynthèse. Tout un symbole et peu de watts, l'équivalent de 2 fers à repasser. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Un nouveau coup de filet dans les milieux intégristes au Liban Nord. Une cellule terroriste composée de 4 Libanais et de 2 Syriens. Leur cible, des positions des services de renseignement.
Alors qu'Alepest disparaît chaque jour un peu plus sous la poussière et les gravats, Moscou annonce ce vendredi des tractations militaires et diplomatiques russo-américaines samedi à Genève. Deux présidentes, elle n'a donc désormais plus que le titre. Le Parlement sud-coréen a voté ce vendredi la destitution de la présidente Park Geun-hye, empêtrée dans une retentissante affaire de corruption. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon début de week-end à toutes et à tous. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي